Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc aujourd'hui à Troyes, à l'occasion des assises de la Maison Rachy. Et j'ai le plaisir de recevoir nos invités autour d'un thème qui nous touche tous. La résilience, la réparation de soi. Est-ce que notre propre résilience ne serait pas une forme de réparation du monde ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. J'ai le plaisir pour ceux de recevoir Madame Esther Senot, Monsieur Michel Senot, Francis Huster et Jonathan Chétrit pour en parler. Bonjour Esther Senot. Bonjour. Je suis tellement touché de vous recevoir à nouveau. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vos parents arrivent en France en 1930. Vous êtes 7 enfants. Vous avez été déportés à Auschwitz. Seuls 2 de vos frères ont survécu. Est-ce que vous vous rappelez à qui et quand vous avez raconté la première fois ce que vous avez traversé ? Bien, écoutez, ça a été une période le retour a été une période assez difficile parce que nous sommes revenus 1 an après la libération de Paris. Les gens étaient en pleine euphorie après toutes ces années d'occupation. Et on peut dire malheureusement qu'on est revenu dans l'indifférence totale. Personne n'a voulu nous croire de ce qui nous est arrivé quand on a essayé à l'époque, en 1945, quand je suis rentré fin mai, début juin 1945, je suis retourné dans le quartier de Belleville où j'ai habité jusqu'en 1942. Eh bien, on a eu un petit attroupement en nous demandant ce qui nous est arrivé. Évidemment, quand je suis revenu, évidemment, j'avais encore les cheveux rasés, je pesais 32 kilos. Évidemment, on était reconnaissable. 1 an après la libération de Paris, on était reconnaissable. Alors, on a eu un petit attroupement qui est venu vers nous en nous disant « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous ». On a commencé à vouloir parler. Alors, on lisait l'incrédulité dans les yeux des gens en nous disant, mais au bout d'un moment, en disant, mais c'est pas vrai, vous êtes devenu folle, vous racontez n'importe quoi, ça n'a pas pu exister, comment est-ce que vous pouvez propager des histoires pareilles? Et je revois toujours la tête d'un monsieur qui me regardait fixement, me disant, mais vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres? Alors, finalement, on a eu cette notion de culpabilité d'être revenu. Et on s'est tu parce que personne n'a voulu nous croire. Alors évidemment, le retour a été assez difficile. Et vous savez, moi, je suis revenu, toute ma famille a été déportée. J'ai été déporté, j'avais 15 ans, je suis revenu, j'avais 17 ans et j'étais orpheline. Et est-ce que vous étiez dans un état de haine ou dans un état de solitude? C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui vous est arrivé et qu'on refusait d'entendre, est-ce que la haine montait en vous? Oh oui, c'est-à-dire, quand je suis revenu et de voir vous savez, le pire de tout, c'est l'indifférence. De voir cette indifférence, vous savez, j'en voulais à l'humanité entière et c'est vrai que j'étais vraiment pleine de haine, hein, et ça a duré pas mal de temps avant que je commence à réaliser qu'on ne bâtit rien sur la haine, et puis de commencer à réfléchir. Mais ça a quand même pris du temps. Hein. Combien de temps? Des années? Disons que pour moi, ça a duré pratiquement 2-3 ans. 2-3 ans. Je regarde depuis le début, où je vous écoute, le regard de votre fils sur vous. Bonjour Michel Senot. Bonjour, merci. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où votre mère vous a raconté ce qu'elle a vécu et si oui, quel a été votre sentiment? Oui, je m'en souviens bien parce que ma mère a eu l'intelligence de ne pas nous élever dans cette haine qu'elle vient de décrire. Et en ce qui concerne la construction que nous pouvons faire quand on est enfant, il y a 2 périodes qui sont importantes. La première, c'est de l'âge de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, et à partir de l'âge adulte, comment on fait. Ma mère a tué tout ce qui s'est passé pendant plus de 50 ans. On a découvert avec les enfants, mes enfants, moi-même, son histoire au-delà de l'âge de 50 ans. Donc ça fait un certain nombre d'années. Elle a eu l'intelligence de ne pas nous écraser avec son histoire, elle a eu l'intelligence de nous éduquer avec d'autres sens moraux qui ont fait que
Cette première fois est assez sidérante, elle est incompréhensible, mais on peut s'appuyer comme moi sur les faits historiques, tout ce qu'on nous a dit. L'histoire, hein, j'ai jamais pu nier le fait que ma mère a un tatouage sur son bras, hein, avec un numéro. On l'a souvent questionné pour savoir d'où venait ce tatouage. Elle a expliqué que c'était dans les camps, mais les enfants et moi-même, on a toujours, et mes frères ont toujours respecté le fait qu'elle ne voulait pas parler, elle ne voulait pas nous expliquer, elle ne voulait pas nous assommer de cette histoire. Et elle a une intelligence aussi, et ce qui fait qu'on nous on l'a remercié, c'est que nous n'avons jamais été élevés dans le culte du fils d'eux ou de la fille d'eux. C'est-à-dire que chacun a sa propre histoire et nous avons pu nous construire différemment, bien sûr, mes frères et moi-même et mes enfants, à chacun à son rythme, mais pas dans cette haine, mais pas dans ce savoir, mais simplement dans la construction d'une image que tous les parents doivent donner aux enfants, une image de volonté, comme elle l'a dit, de fort caractère, parce que je pense qu'on ne suit pas une histoire et on ne vit pas une histoire sans avoir une force de caractère essentielle. Et puis nous, on a vécu d'une manière assez heureuse de ça, et à l'âge de 50 ans. Et petit à petit, l'histoire est devenue notre histoire, mais c'est toujours son histoire qu'elle raconte. Et nous-mêmes, moi le premier, je respecte grandement sa manière de voir, sa manière de choses. Bon, toujours, c'est pas toujours facile, hein, entre un père et une fille, et un fils, pardon, mais comme dans toutes les familles. Mais ça reste aussi quelque chose. Et puis, elle nous a aussi inculqué quelque chose de très fort, le sens de la famille, le sens de l'effort, le sens de l'opiniâtreté, de jamais rien céder, jamais rien lâcher. Et je trouve que c'est un exemple extraordinaire, même si j'ai découvert cette histoire, je vous le répète, j'avais plus de 50 ans. Et quand vous regardiez son numéro sur l'avant-bras, est-ce que l'imagination ne vous a pas perturbé, l'envie de savoir sans lui demander, la pudeur de ça, de son silence? Si, ça nous a... Surtout mon frère aîné, qui est décédé aujourd'hui, qui était professeur d'histoire, a voulu savoir. Mais en fin de compte, je l'ai moi-même arrêté, je lui ai interdit de poursuivre parce que notre mère, ne voulant pas sortir de son mutisme ou de sortir de son histoire, c'était pas le moment de venir la déranger, de la forcer. Moi, je pense que le principe de précaution a été de la laisser faire, la laisser venir pour qu'elle raconte son histoire et pas la forcer. C'était un choix personnel et je peux comprendre que ce choix personnel, lorsqu'elle vient de le dire, elle sort de la guerre et puis on se moque complètement de ce qui lui est arrivé. Elle dit 3-4 ans pour sortir de la haine, je l'en félicite. 40 et quelques années pour sortir du silence, c'est encore difficile. Et aujourd'hui, ce qui est absolument admirable, c'est elle persévère. Elle va de ville en ville, de témoignage en témoignage pour montrer au monde que ce qu'elle a vécu plus jamais doit exister. Donc je trouve que ça, c'est admirable et c'est en ça qu'on l'a accompagnée. Effectivement, l'imaginaire a dépassé largement l'histoire. Et après, elle nous a aussi inculqué que la religion, c'est une chose, l'histoire, c'en est une autre, que la vie devait être vécue. Et on l'a pris comme un fait historique avec une anecdote très particulière que nous devons transmettre tous, moi le premier, effectivement, je suis maire d'une ville, auprès des administrés, auprès des enfants, et raconter cette histoire pour qu'elle ne se reproduise pas. Donc ça, c'est admirable. Mais la laisser vivre à son rythme était pour quelque chose de très important pour nous. Quand on observe toute cette partie de l'histoire de très près et qu'on se rapproche des destins de tous ces gens, connus, moins connus, complètement dans l'obscurité, on s'aperçoit qu'il y a eu deux manières de faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu besoin de le marquer. On peut penser à Primo Levi, on peut penser à Elie Wiesel, et d'autres qui n'en ont soit parlé qu'une fois, très tardivement, soit qui ont attendu des années. On peut penser à Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz, qui, étant sorti de là, s'est collé contre la porte de là où il était enfant et a demandé à sa belle-mère de venir. Il lui a raconté ça une nuit et de toute sa vie. Il n'a pas voulu en reparler. Quand on est à côté d'Esther Senot, on s'aperçoit en fait que peut-être les femmes ont témoigné beaucoup plus tardivement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît particulier, bizarre? C'est la pudeur de mère?
C'est-à-dire c'était assez difficile parce que pour revenir à l'enfance de mes enfants, quand ils ont été en âge scolaire, disons que quand ils rentraient à la maison, c'était difficile. Dans les livres, dans les manuels scolaires à l'époque, sur ces événements, il y avait à peine 2 lignes. Donc c'était difficile de dire, j'ai eu 3 fils, de les installer en disant bah, écoutez, asseyez-vous, je vais vous raconter ma vie, alors qu'ils n'étaient pas demandeurs. Disons que maintenant, dans les manuels scolaires, ça fait des années que ça passe officiellement. Donc si les enfants sont un peu veulent essayer de comprendre, ils peuvent interroger les parents. Alors, on nous a reproché de ne pas en avoir parlé à nos enfants. Et moi, j'estime que c'était difficile de dire « asseyez-vous, je vais vous raconter ce qu'il... » alors qu'ils ne posaient pas de questions. Alors, finalement, ça a été une période... toute cette génération d'enfants qui sont nés après la guerre sont passés au travers de toute cette histoire. Et disons que quand on a commencé à témoigner, on a déjà eu affaire aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants qui sont beaucoup plus documentés et que le message passe beaucoup plus facilement. Parce qu'il faut vous dire que nous, quand on a voulu rentrer et témoigner, malheureusement, ça n'a pas été... Disons qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées. Il y a eu un premier film qui est passé dans la Rennais qui s'appelait Nuit et brouillard, hein, qui a été interdit du fait qu'on voyait la gendarmerie française qui gardait les camps en France. Ensuite, il y a eu les chansons de Jean Ferrat qui ont été interdites. Enfin, tout ce qui touchait à la Shoah, à cette période-là, ça a toujours été comme ça. Tout a été interdit. Donc, il y a eu toute cette période. Alors, évidemment, on s'est trouvé un peu isolé jusqu'au moment où il y a quand même eu les associations d'anciens déportés qui ont commencé à fonctionner, mais on en parlait qu'entre nous, puisque de toute façon, on n'avait pas accès au lycée, on n'avait pas accès au collège, du fait que ce n'était pas dans les programmes. Jonathan, je vous regarde depuis tout à l'heure. Regardez Madame Senot avec un mélange d'émotion et un mélange d'approbation. Vous étiez interne à l'école Oseratora à Toulouse ce matin du 19 mars et un terroriste a assassiné 3 enfants. Myriam Monsonego, Arié et Gabriel et leur papa, Jonathan Sandler. Vous avez publié l'année dernière un ouvrage où vous racontez heure par heure le déroulé de cette épouvantable journée. Pourquoi vous avez écrit ce livre ? J'ai écrit ce livre pour raconter ce que les élèves, ce que les témoins directs et indirects ont vécu au cours de cette journée. Les médias se sont forcément emparés de cette histoire et l'ont racontée à leur manière. Et je crois que les élèves avaient eux aussi besoin de prendre la parole. Quand on passe à travers un événement aussi traumatisant que celui-ci, il y a 2 réactions possibles aussi. Il y a celle du mutisme et celle de la parole. Et malheureusement, la majorité des élèves n'ont jamais eu l'occasion, l'opportunité ou la volonté de prendre la parole pour raconter ce qu'ils avaient vécu. En mars 2020, lorsque le confinement prend place en France et dans le monde, j'ai du temps et je crois sincèrement qu'il y a une urgence, l'urgence de saisir cette opportunité-là et de solliciter les élèves et de leur dire si vous avez besoin de raconter, sachez que vous pouvez le faire. J'ai finalement poussé la porte, ou en tout cas laissé une porte ouverte à ces élèves-là, et j'ai été très surpris de voir que les élèves avaient le besoin de témoigner. Et j'ai compris alors que ces témoignages-là, la reconstruction de cette histoire, minute par minute, heure par heure, permettrait aussi de reconstituer ce qu'il s'est réellement passé et permettrait aussi indéniablement d'apporter des réponses à des questions que les élèves n'osaient pas poser au cours des années passées. 10 ans de silence, 10 ans de questions et d'angoisse. Et je pense que ce livre permet d'une certaine manière de participer au devoir de mémoire. Vous avez tous les 4 ici un point commun dans votre quotidien. Vous témoignez à chaque occasion auprès des jeunes ce que vous avez vécu. Vous
vous tentez de transmettre le mieux possible ce que vous avez vécu pour que les jeunes puissent connaître et cette période et ce genre de traumatisme. Esther Senot passe ses journées et son temps à aller dans toutes les villes de France chaque jour. Vous regardez son calepin, c'est hallucinant. Tous les jours, elle est en mission. Michel Senot, en tant que maire, fait des actions et dans sa mairie et dans sa ville et par transmission directe. Vous, Jonathan, au jour d'aujourd'hui, vous faites le même travail qu'Esther Senot, avec votre traumatisme à vous, c'est-à-dire que vous allez raconter une histoire vraie et vous profitez de chaque débat, chaque masterclass, chaque occasion. Et vous, Francis Huster, depuis des années, du journal d'Anne Frank, au destin de Vladimir Horowitz, au destin d'Einstein, à toutes les pièces sur l'œuvre de Stefan Zweig, vous profitez, dès que vous trouvez un sujet pertinent, intéressant ou méconnu, de pouvoir effectuer plus que votre métier de comédien, mais votre envie de passer. J'aimerais vous entendre chacun d'entre vous sur ce sentiment de votre quotidien. Si vous permettez, je ne sais pas si c'est dans le sujet, pour dire le retour que nous avons par rapport à toutes ces lycées et collèges que nous faisons notre témoignage régulièrement, nous avons des retours extraordinaires pour les nouvelles générations. Et ça nous porte et ça nous oblige, malgré notre grand âge, à continuer à témoigner parce que nous avons des retours extraordinaires. J'en ai relevé un qui est d'une élève, vous voyez, de 3e, donc des élèves de 14 ans. C'est à peu près l'âge que j'avais quand j'ai été déporté. Alors, si vous permettez, je vais vous lire ce retour qui est extraordinaire. Vous voyez, même avec la caricature, vous voyez. Il y a même un portrait de vous. Il y a même le portrait avec la caricature. Alors voilà. Merci, Madame Senot. Merci à vous pour ce précieux moment de nous avoir consacré de votre temps, pour nous alerter de l'avenir et nous partager vos souvenirs, avec un témoignage plus que bouleversant, allant du tragique à votre épanouissement, une réflexion à porter sur notre société passée et son présent, nous démontrant ainsi notre chance d'être en démocratie, accompagné de mots touchants, avec ce message puissant, la paix ne peut être perpétuée que par le biais de notre respect. Votre message distingué est passé, votre mémoire sera perpétuée et votre histoire sera bien racontée. Cette transmission, nous la préserverons, nous la communiquerons. Vous le méritez 1000 fois. Francis, vous êtes comédien, vos parents sont d'origine polonaise. Quand et comment vous avez appris ce que votre famille avait traversé pendant la Shoah? En fait, j'ai été très ému par tout ce que vous avez avoué sur votre passé. Je ne partage pas du tout cette opinion. J'en ai voulu énormément à ma mère et à mon père de nous avoir caché la vérité. Grâce au métier que j'ai eu la chance de faire, j'ai rencontré ceux qui, comme vous, avaient traversé cette guerre. Des héros, pour certains, des résistants. Et ce que je veux vous dire, c'est que je me sens un Français juif. Je suis né dans ce pays. Et c'est la culture de ce pays qui a construit, qui a bâti, qui a architecturé mon âme. Mes racines juives sont très importantes parce qu'elles me donnent l'équilibre de comprendre que je suis à la fois fils, petit-fils de victimes et en même temps que j'ai la responsabilité dans cette France, non pas de rester continuellement dans le rétroviseur pour voir les trahisons, les lâchetés, les horreurs,
les mensonges jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ont fait que cette tragédie, comme d'autres, sont arrivées dans ce pays. Je ne veux plus regarder dans le rétroviseur. J'ai regardé, j'ai compris, j'ai à la fois accusé ceux qui nous ont trahis, ceux qui n'ont rien fait, et porté dans mon cœur ceux qui, comme vous, comme d'autres, se sont battus au prix de leur vie comme les justes de ce pays. Et ce que je veux dire, c'est que quand j'ai pu parler avec David Niven, un héros de la guerre, quand j'ai tourné aux États-Unis, parler aussi avec d'autres héros, et en France, quand j'ai pu interpréter ce rôle de Jean Moulin et que, en plus, j'ai traversé beaucoup d'époques et beaucoup de présidents, à chaque fois, quand j'étais en tête-à-tête avec des présidents de la République française, je disais, quel est le verbe qui manque, Monsieur le Président? Il n'y a pas le verbe vérité. Il y a le verbe mentir, je mens, tu mens, elle ment, nous mentons, vous mentez, ils mentent. Pourquoi il n'y a pas le verbe vérité? Je vérite, tu vérites, il vérite, elle vérite, nous véritons, vous véritez, il vérite. Tout simplement, Monsieur le Président, je le disais à chaque fois, parce que la vérité dans ce pays n'existe pas à 100%, et que notre devoir à nous, en fonction justement de ce qui s'est passé, c'est de bâtir ce mot de vérité. Et je dois dire un grand coup de chapeau à ceux qui depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans se battent pour que cette vérité éclate et que les jeunes d'aujourd'hui puissent bâtir leur avenir sur la vérité et pas sur le mensonge. En 1922, Adolf Hitler déclarait qu'il allait exterminer les Juifs s'il prenait le pouvoir. Comment prétendre qu'on n'était pas au courant? Mais au lieu d'être dans la haine et dans le rétroviseur, et ça c'est la responsabilité de l'instruction de la République française, qui n'a rien à voir avec l'éducation des parents. Donc, bien sûr qu'on doit tout savoir, tout connaître, mais surtout, excusez-moi, tout comprendre. Comment on a pu laisser faire ça? Et je trouve qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui qui est tellement attaquée, diffamée, comme si on avait, nous, nos générations ratées, et que cette jeunesse, finalement, qu'elle se débrouille toute seule. Non, moi, j'ai énormément confiance dans la jeunesse, grâce à vous, justement. Car je pense que ces erreurs du passé, ces lâchetés du passé, elle ne les admettra pas. Merci, Francis. Merci. Jonathan, vous êtes avocat de formation. On vient d'entendre parler à un grand acteur, mais un grand être humain. Et on sait que les plaidoiries d'avocats sont souvent les plus beaux rôles d'acteurs. Vous êtes aujourd'hui acteur de votre propre vie. Est-ce que vous pensez que votre formation d'avocat était comme prédestinée au fait d'être aujourd'hui comme le symbole et l'avocat de ce que vous défendez, de ce que vous avez vu, qui est impardonnable et irregardable? Effectivement, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Après ce qu'on a vécu, on a été très vite confronté à tout ce qui est en lien avec un procès, les rencontres avec les avocats, et puis les procès eux-mêmes, des audiences très longues, très difficiles, qui permettent parfois de comprendre, sans chercher d'excuses, mais en tout cas de comprendre ce qui peut pousser un homme qui naît au sein d'une famille à se réveiller un matin et à venir abattre de sang-froid des enfants et un professeur au sein d'une école de la République française. Ces années d'instruction et ces différents procès ont forcément éveillé aussi ma curiosité et m'ont donné envie par la suite de prendre la parole. Tout à l'heure, je vous entendais parler sur la transmission, sur le fait de transmettre justement pour que jamais de tels actes ne se reproduisent. Et je crois aussi que dans le fait de prendre la parole, il y a cette volonté de prendre la parole pour ceux qui ne peuvent pas la prendre. Parce que
Comme je le disais il y a quelques instants aussi, les élèves qui ont vécu cet attentat-là le 19 mars 2012 sont restés dans un mutisme, n'ont pas eu l'occasion de libérer leurs paroles. Et lorsque j'interviens devant des élèves, devant des parents d'élèves parfois, ou devant tout type de public finalement, les élèves de l'école m'envoient souvent des messages en me disant merci. Merci parce que moi, j'aurais jamais eu la force de le faire. Merci parce que moi, j'aurais jamais trouvé les mots. Mais toi, tu l'as fait et tu le fais pour nous. Et quand je me déplace et quand je prends la parole, comme je suis en train de le faire à cet instant-là, j'ai l'impression d'être porté par tous ces élèves, ces parents d'élèves, ces enseignants qui étaient présents le matin de l'attentat, qui ont vécu l'horreur. Et j'ai ces messages en tête. J'ai ces souvenirs notamment de recueillement aussi au moment où j'ai écrit ce livre et j'ai passé des nuits blanches à entendre des élèves me raconter ce qu'ils avaient vécu pour la première fois, très souvent. Je crois que finalement aujourd'hui c'est presque une mission, c'est un devoir. Si je ne le fais pas, qui le fera? Alors c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple, mais j'ai l'intime conviction que ça peut servir, que ça doit servir. Et donc j'apprends aussi de mes erreurs pour toujours faire mieux et pour toujours transmettre un message de paix, un message d'amour, un message d'espoir. Et puis enfin je terminerai, et je pense que ça a toute son importance aussi, lorsqu'on prend la parole au cours de différents événements comme celui-ci, pouvoir rappeler la mémoire des victimes, c'est quelque chose de primordial, quelque chose de central. Pouvoir prononcer les prénoms de Jonathan Sandler, Arié Sandler, Gabriel Sandler, Myriam Monsonego, ça participe aussi, ça donne tout son sens à ce type d'événement. C'est sûr. Je vois Esther qui touche un texte comme ça depuis tout à l'heure et qui me fait des petits appels. Consécutive au témoignage de Francis Huster, que je voudrais compléter. Justement, à chaque fois que j'interviens dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, j'ai écrit un texte justement pour les jeunes, pour la transmission de notre histoire. Alors, voilà, message aux jeunes générations, mes enfants. Je m'excuse, hein, je m'adresse à des jeunes. Hein, dans cette... Ils sont tous jeunes, c'est interdit d'être vieux. Aujourd'hui, je vous lance un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas uniquement pour des raisons politiques. Si l'on se réfère aux conflits qui ensanglantent notre monde, elles le sont aussi pour des causes idéologiques, ethniques ou religieuses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants. C'est à vous, mes chers enfants, que je m'adresse maintenant. Lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il est différent, cela s'appelle du racisme. C'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes. C'est au nom du racisme que les pires horreurs sont commises. Et pourtant, tous les enfants du monde sont pareils à vous. Je compte sur vous pour que lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous puissiez témoigner en notre nom à tous. Face aux négationnistes, aux révisionnistes et autres faussaires de l'histoire, vous devenez maintenant nos témoins, comme nous-mêmes avons été les témoins et les victimes de ces atrocités. Vous devez faire preuve de tolérance et reconnaître le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur la voie du racisme et de la xénophobie, c'est-à-dire de la haine de l'étranger. Elle conduit aux crimes les plus horribles. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous vous faisons confiance, vous êtes notre avenir, ne nous décevez pas, faites preuve de tolérance et de compréhension. Si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix, vous vivez en France, dans un pays démocratique. Alors, mes chers enfants, essayez de protéger ce pays le plus longtemps possible. Je vous adore. Je vous adore vraiment. Parce que je trouve que votre travail aujourd'hui, il est d'un dévouement incroyable. À chaque fois que je vous croise, vous me dites
je suis un peu fatigué avec tous ces trains, mais il faut que je continue. Et vous dites jamais non. Et vous êtes dans cette mission constante de diffuser la parole, tout le temps. Est-ce que vous pensez au fond de vous, positivement, c'est-à-dire que vous pensez que les jeunes générations sont capables de tirer les leçons de l'histoire ? Oui, je le pense vraiment parce que nous avons des retours extraordinaires. Enfin, je ne peux pas tous vous les lire. Des poèmes, des choses, des lettres extraordinaires de jeunes, vous savez, qui avaient mon âge quand j'ai été déporté. Alors, dans le fond, ça nous motive encore davantage, malgré notre grand âge. Comme avait dit ma sœur, dans le fond, que malheureusement, que j'ai retrouvé un an après à Birkenau. J'ai retrouvé ma sœur qui a été déportée un an avant moi et qui, au moment de mourir, puisque de toute façon, elle a quand même tenu le coup pendant un an à Birkenau, et qui m'a fait la promesse, au moment où elle allait être envoyée dans la chambre à gaz et au crématoire, qui m'a fait la promesse en me disant « Toi, t'es jeune, tu as l'air de tenir le coup, alors tu me promets que si tu as la chance de revenir, raconte ce qui nous est arrivé pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. » Et malheureusement, cette promesse, je l'ai tenue pendant des années en moi, jusqu'au moment où j'ai pu exaucer le vœu de ma sœur et de continuer à témoigner. J'ai souvent fait des voyages à Auschwitz avec un monsieur que vous avez dû connaître, qui s'appelle Élie Buzyn. J'ai souvent témoigné avec lui. Et Élie Buzyn, tous les ans, il amenait un de ses petits-enfants. Et on partait le matin très tôt, on rentrait tard le soir. Il y avait 500, 600 lycéens de France qui voulaient comprendre ce que c'était, autrement que dans un chapitre d'un livre d'histoire. Et au fur et à mesure de la journée, il ne regardait que son petit-fils. Et il avait le sourire. Je lui disais « Ça va, Élie ?» Il me disait « Tu sais pourquoi ça va ? Parce que ce soir, je rentre chez moi. » Et il souriait. Et ces lycéens qui étaient tous ensemble, qui ne se connaissaient pas, après avoir fait le tour de tout ça, allumaient des petites bougies sur les rails vers 18, 19 heures, où il faisait moins 15, moins 17 degrés, et ils se prenaient dans les bras. Et il me disait « J'espère que je vais tenir parce que j'ai encore des petits-enfants à amener là. » Qu'est-ce que vous racontez, vous, à vos petits-enfants aujourd'hui ? Bien écoutez, moi j'ai de la chance d'avoir des petits-enfants et même des arrière-petits-enfants qui sont très motivés. J'ai un de mes petits-fils qui est professeur d'histoire en Ardèche. J'avais mon fils aîné qui était professeur d'histoire. J'ai une petite fille qui finit ses études à Grenoble pour être assistante sociale. Et j'ai une arrière-petite-fille qui vient de finir Sciences Po à Grenoble et qui est en train de faire une maîtrise pour être professeur d'histoire également. Alors, vous voyez, disons que dans ma famille, je crois que tout le monde est très, très, très engagé dans la suite de mon histoire. Oui. Francis, votre maman avait un secret. Lequel ? Tu veux qu'on révèle les secrets ? Ma mère voulait être comédienne et elle a été choisie en fait pour partir aux États-Unis, et c'est son père, donc Mathis Quashbaum, qui a refusé. C'était pas un métier possible. Et donc, ma mère m'a soutenu quand j'ai commencé à rencontrer évidemment François Eichholzer, François Florent, pour faire ce métier. La chance de notre côté, nous, les années, ceux qui sont nés dans les années d'après-guerre, c'est que justement, on a eu la chance pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans de construire cette France qui était sur le point de se rebâtir. Et j'ai pas une tendresse ni un respect, mais une fraternité totale avec le général de Gaulle, avec Jean Moulin bien sûr, avec le général de Gaulle, parce qu'il faudra jamais oublier que quand de Gaulle est arrivé justement
en 1944, il a compris que la France était ingouvernable. Il est revenu en 1958. Et ce qui m'a scandalisé quand j'étais élève au lycée Carnot, c'est que j'ai réalisé que ceux qui avaient le pouvoir, Monnerville, à l'Assemblée nationale, l'ancien président avant Coty, dont je ne veux même pas prononcer le nom, était contre le suffrage universel. Il ne faut jamais l'oublier. Et que c'est De Gaulle qui, par le suffrage universel, a réussi à donner à chaque Français une véritable liberté, une fraternité et surtout une égalité. Et en plus, comme j'ai été en rapport avec André Malraux et beaucoup de résistants de cette époque-là, je sais exactement ce qu'il a fait aussi pour nous. Contrairement à ce qu'on peut imaginer dans l'ombre, il a fait des choses formidables. Et c'est pour ça que aujourd'hui, après tant d'années, on ne doit pas seulement penser qu'il faut parler à Dieu, il faut que Dieu nous parle. Et quand tout d'un coup, le président Jacques Chirac, au moment du mémorial, m'a fait envoyer une lettre où, quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu que ce train qui amenait les déportés donc à Auschwitz s'était arrêté en gare de Metz. Et que là, énormément de policiers français avaient leur petite table et que tu devais décliner ton identité. Et donc j'ai appris ce jour-là, dans cette enveloppe et dans cette lettre, que mon grand-père, Matthias Krachbaum, était donc né le 04 05 98. C'est exactement la date de naissance de ma fille Elisa. 04 05 98, 100 ans après. Et je trouve qu'on doit recevoir des signes du destin, des signes de Dieu, qu'on doit aller vers l'avant et vers l'avenir. Et nous, on a un métier qui est extraordinaire, car on peut justement faire le contraire de ce qui se fait depuis quelques années. Et j'essaye de me battre comme toi pour ça. Il faut redonner leur place aux héros. Il faut, dans les séries, dans les films, dans les pièces, montrer à quel point ceux qui se sacrifient pour les autres, ceux qui sont prêts à donner leur vie, sont des héros. Et je pense qu'on a une certaine responsabilité en France pour reconstruire cette image du héros qu'on a trop souvent, depuis vraiment bon nombre d'années, remplacée par que ceux qui, au contraire, avaient toutes les excuses possibles pour ne pas se conduire en héros. Ben moi, maintenant, je ne veux pas parler de ceux dans l'ombre, je veux parler de ceux et vivre avec ceux qui sont dans le soleil. Comme tout Ashkénaze, pour détourner l'émotion, je lui parle de sa maman et il me parle de De Gaulle, de Malraux. Formidable. Mais je n'ai pas parlé de Molière, hein, t'as échappé au pire. Est-ce que donc, oui, tu as l'impression d'avoir réparé les désirs de ta maman qui n'a pas pu être actrice en faisant une carrière comme la tienne? Écoute, je pense que, comme toute votre famille et tous ceux qui ont disparu dans ces conditions-là tragiques, ils nous écoutent en ce moment. Et je pense que vous avez donné tout à l'heure la meilleure leçon, et votre fils à côté le prouve. On ne doit pas se bâtir sur ses parents. On doit se bâtir soi-même. On doit se justifier d'avoir cette chance de vivre et de réaliser ses passions en se bâtissant soi-même. Et je vous félicite d'avoir donné la possibilité à vos enfants de se bâtir eux-mêmes. Bravo. Merci surtout. Michel Sonnot, pour conclure, vous connaissez tout ce genre de témoignages parce que vous êtes aux premières loges depuis toujours. Et c'est au maire que j'ai envie de poser la question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est utile, voire nécessaire, voire obligatoire, qu'il y ait dans toutes les mairies de France, dans toutes les salles de théâtre, dans tous les cinémas de France, des témoignages, des masterclass, des rencontres, des événements culturels, parce qu'il n'y a que la culture qui peut avoir cette force de réparer. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais
je voulais juste revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Huster. Je vous remercie de tous ces propos. Vous avez parlé de la vérité. J'ai essayé, dans les propos que nous faisions, de faire passer cette vérité, mais je me suis rendu compte qu'on entamait une polémique. C'est-à-dire que les négationnistes, certains faits rapportés pour nos jeunes sont complètement faux et tronqués. Donc j'ai arrêté de faire passer cette vérité parce que ça ne servait à rien, ça polluait plutôt les débats et ça polluait toutes les interventions qu'on pouvait faire. Et je suis resté sur du factuel, sur des propos, sur des images, sur quelque chose que tout le monde peut retrouver. Et à partir de ce moment-là, j'ai apaisé toutes les assemblées. J'ai pu enfin, à la fin, pouvoir dialoguer avec tout le monde et essentiellement nos jeunes, parce qu'ils ont aussi des filtres. Alors, je ne vais pas parler des moyens modernes de ces filtres, mais ces filtres font que le message ne passait plus. Il y a aussi quelque chose d'important qu'on n'a pas souligné, c'est que lorsqu'on fait passer nos messages et lorsqu'on veut expliquer ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise, je n'arrive pas, moi le premier, mais les maires que je vois autour de moi, nous n'arrivons pas à faire passer l'émotion. On n'arrive pas à faire passer les images correctement parce que on va globalement raconter une histoire, appuyer sur des faits réels, bien entendu. Le seul moment où l'émotion est passée, et vous l'avez vécu, c'est quand on se déplace et lorsqu'on va à Auschwitz. Je peux vous dire que moi, j'ai accompagné un avion entier, enfin avec ma maman, et il y avait plus de 200 élèves. J'ose pas dire que... Et j'ai emmené mes enfants en plus. J'ose pas dire que c'était un voyage touristique, mais au début, les enfants étaient tous très partie prenante. Ils étaient sur leur téléphone, ils ont participé, ils ont vécu, jusqu'au moment où on a pris les bus, où maman a pris la parole et Madame Kolinka, que vous connaissez bien, a pris. Et petit à petit, on est rentré dans l'ambiance. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce camp, l'émotion était toujours pas là. C'était plutôt bon enfant, c'était plutôt une promenade. Il faisait pas forcément très très froid. Mais quand on est rentré dans le camp et que les témoignages sont apparus, lorsque nous nous sommes retrouvés dans les baraques, là, je peux vous dire que le silence était total, les téléphones étaient rangés, les réseaux sociaux n'existaient plus, l'émotion est passée. Et à partir de ce moment-là, quand cette émotion est passée, tout le monde a pris conscience de ce qui s'était passé, la réalité. Et la difficulté que nous avons maintenant, c'est de revenir dans notre quotidien et de faire passer ça. Et vous avez entièrement raison que ça doit passer par les expositions, ça doit passer par la culture, ça doit passer par ce type d'initiative, ça doit passer par les rencontres que nous avons avec les étudiants, nos jeunes. Moi, j'y crois beaucoup. C'est le seul lien social aujourd'hui qui nous permette de ramener nos populations à l'intérieur de nos villes, de faire ces échanges et de faire cette communauté, ce lien social qui nous manque beaucoup. Et aujourd'hui, j'y crois beaucoup, j'en sais quelque chose. Je viens de recréer complètement un service culture qui était complètement à l'abandon, avec de la programmation, des choses comme ça, des moyens. Et quand on redémarre, c'est des moyens gigantesques qu'une ville doit se procurer. Alors on a tous des préoccupations, on a tous nos budgets à gérer, je ne vais pas en passer, mais c'est pas pour autant que ça. Eh ben, je trouve que moi, les budgets que j'ai fait voter et que je fais vont nous permettre d'économiser beaucoup d'autres actions parce que la culture, c'est un lien social. C'est une manière d'échanger, c'est une manière de s'ouvrir sur le monde, c'est une manière de s'enrichir. Et c'est une manière de grandir et de voir pour demain. Donc on ne peut que remercier les spectacles que nous pouvons accueillir et les acteurs et les engagements qu'ils mettent dans leur métier à nous faire passer un certain nombre de messages sur toutes les thématiques qu'on pourrait y mettre. Et je prends moi par exemple ma ville. Elle est sur quelque chose de particulier, c'est qu'elle a perdu son identité en définitive puisque tout le monde a voulu prendre son nom. Eh bien moi je suis en train de recréer à travers la culture la marque pour lui retrouver une identité, pour de dire si on va à tel endroit, comme ici, on vient à Troyes parce qu'on a envie de voir la maison Rachid, parce qu'il y a une identité, il y a quelque chose qui va nous permettre d'avancer, d'échanger ensemble. Et bien moi je recrée cette marque qui n'existe plus. La seule solution pour pouvoir lui redonner sa marque et son identité, c'est de recréer le lien social. Et ce lien social ne peut passer que par la culture, sous toutes ses formes. Oui. Merci à toutes et à tous. Et cet échange nous rappellera cette phrase du Deutéronome. J'ai placé la mort et la vie devant toi, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous.